Bonsoir à tous. Merci Florian pour cette introduction. Donc moi je vais vous dire quelques mots sur la spécialité textile et fibres à l'ENSISA et je voudrais notamment mettre en avant le pourquoi on a besoin d'ingénieurs en textile et en sciences des fibres. Alors le textile, ben déjà c'est pas juste ce qu'on pourrait imaginer, savoir un t-shirt qui est fabriqué bon marché dans un pays asiatique. Non, le textile c'est autre chose aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus un secteur en déclin, bien au contraire, c'est un secteur qui est en croissance actuellement. Je vais essayer de vous en convaincre à travers les slides qui vont suivre. Donc globalement, le secteur industriel du textile, ça représente à peu près 61 000 emplois et c'est un secteur qui est en croissance depuis, on va dire, 7-8 ans. Il est vrai que la période avant, il y a eu beaucoup de destruction d'emplois, mais en ce moment, la tendance est vraiment va vraiment dans l'autre sens. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente 60 000 emplois, ben, je vous compare ici à ce que représente le secteur industriel automobile en France, c'est à peu près 200 000 emplois. Donc, pour vous montrer que le textile, ce n'est pas une activité industrielle qui est négligeable, bien au contraire, puisque c'est à peu près un tiers en quantité de ce qui serait les emplois présentés en automobile. Alors, dans le secteur automobile, par exemple, c'est un secteur qui est en stagnation, alors que le textile est un secteur qui est en croissance. On peut se poser la question pourquoi c'est un secteur qui est en croissance? Eh bien parce que le textile a fondamentalement changé, les besoins en textile ont fondamentalement changé, donc on va de plus en plus vers l'utilisation de ce qu'on appelle des textiles techniques, donc on sort du cadre du vêtement pur. Ensuite, tout le monde a entendu parler du fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont relocalisées en France, notamment parce qu'on va vers une industrie, on veut aller vers une industrie textile moins polluante, donc minimiser les trajets et aller vers ce qu'on appelle slow fashion, à savoir de la mode, mais on va de moins en moins vers l'achat d'un vêtement bon marché qu'on va jeter très rapidement pour en racheter un autre. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui développent des textiles en France, des textiles à forte valeur ajoutée et que l'on va acheter, que l'on va payer un petit peu plus cher, mais que l'on va garder beaucoup plus longtemps. Donc l'ensemble de ces trois choses, textile technique, relocalisation et slow fashion, font que justement en France, on assiste à un renouveau et un redéploiement, un redéveloppement de l'industrie textile. Juste quelques mots sur pourquoi on fait du textile à Mulhouse. Donc l'ENSISA, la partie textile, c'est une école historique, 150 ans, elle existe, 160 ans même. Et pour la petite anecdote, eh bien, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est ce qu'on appelle une indienne. Donc, c'est un tissu qui est fait à partir de coton. Ces tissus faits à partir de coton étaient fabriqués en Inde. Eh bien, les ramener en Europe, qui étaient très, très prisés, notamment de la peau. Alors, il se trouve que Mulhouse, une localité qui n'est pas forcément la localité où on va aller passer ses vacances, mais il se trouve que Mulhouse était une destination un peu particulière, parce que c'est une ville qui avait un statut indépendante dans les années 1700. Et en France, le roi avait interdit la fabrication d'indiennes, donc de tissus obtenus à partir de coton et avec ses motifs très fleuris, tout simplement pour éviter qu'il y ait une concurrence déloyale avec les industries plus traditionnelles de laine, fabrication de produits à base de laine et de soie. Donc Mulhouse en a profité, on est une ville indépendante, donc on va utiliser notre tissu industriel et les bourgeois locaux pour développer une industrie de fabrication d'indiennes. Et c'est pour ça que Mulhouse a été le berceau d'où est née finalement cette fabrication du textile. Donc ensuite, il y a toute une industrie textile qui a été développée et est arrivée ensuite la création de l'ENSISA spécialité textile parce qu'on avait besoin de former des technologues dans le domaine du textile pour accompagner ce développement. Alors, le textile, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bien, c'est un matériau qui a des propriétés uniques. Alors, vous voyez ici, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples. Si vous regardez, alors je quitte le domaine simplement de l'habillement, je vais un petit peu plus loin. Si vous regardez à gauche, on a le domaine de la protection individuelle, donc on a besoin de matériaux qui soient très résistants, qui aient des propriétés de flexibilité, tout en associant la notion de confort à la personne qui va porter ses vêtements, comme un pompier par exemple. Il faut des textiles qui soient résistants au feu, qui soient malgré tout confortables et agréables à porter. Un autre secteur dont on a tous entendu parler ces derniers temps, c'est le secteur médical, hein. Du fait du Covid, on a tous été amenés à utiliser les masques. Et bien, typiquement, le masque, c'est un assemblage complexe de fibres textiles dont la propriété finale devrait être de filtrer eh bien, une bactérie ou un virus tel que le Covid.
Et dans le domaine médical, on ne parle pas que de masques, on parle aussi de produits que l'on va mettre à l'intérieur du corps. Alors vous avez sur les clichés de droite un certain nombre de produits qui sont implantés dans le corps. Les, les composants de forme tubulaire que vous avez sur le cliché du haut, eh bien, ce sont des prothèses vasculaires. Ce sont des tubes qui vont servir à remplacer des vaisseaux chez un malade chez qui ces vaisseaux sont bouchés. Si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, eh bien, au bout d'un moment, les vaisseaux se bouchent. Il faut les remplacer par un tube. Eh bien, on utilisera du tube textile parce que ce tube textile aura les caractéristiques de résistance et de flexibilité nécessaires pour ce type de produit. Un autre exemple dans le domaine du médical, ce que vous voyez en bas à droite, eh bien, typiquement, là, c'est un produit qui est en cours de développement et qui est une valve cardiaque. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, ce n'est pas un matériau élastomère, non, c'est une feuille de textile tissée avec des caractéristiques un petit peu particulières, mais qui permet de, de faire circuler le sang dans un seul sens. Donc là, le sang circule et quand la valve se ferme, eh bien, le sang ne retourne pas vers le cœur. Donc, on a fabriqué un composant actif à base de matériaux textiles. Un autre domaine dans lequel on utilise du textile, alors on va dire à vocation technique, eh bien, c'est les agrotextiles ou les géotextiles que vous avez tous déjà vus au bord d'une route, hein. On met ça sous une épaisseur de couche de macadam, par exemple, pour isoler la partie terre de la partie macadam que l'on va mettre au-dessus. Donc, généralement, c'est pour isoler deux, deux éléments naturels et que l'on ne veut pas voir se mélanger. Alors, on va le trouver dans le domaine du jardinage, mais aussi dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Autre domaine très connu, eh bien, ce sont les matériaux composites. Donc, un certain nombre d'entre vous ont peut-être entendu parler. Un matériau composite, en deux mots, c'est un assemblage de fibres, donc du textile, que l'on va intégrer dans ce qu'on appelle une résine. Alors, la résine tout seul n'aurait pas une résistance mécanique suffisante, mais par contre, la résine a l'avantage d'être très légère. Pour la rendre plus résistante, on va intégrer des fibres dans cette résine et on se retrouve au final avec un matériau composite, donc composé de matériaux différents. La résine apporte la légèreté, la fibre apporte la résistance mécanique et ça va permettre de faire des matériaux, des objets comme des éléments d'avion ou des éléments de voiture comme on peut le voir sur les images du milieu. Donc on aura l'avantage d'avoir un matériau qui est très léger, donc plus léger que si on faisait si on fabriquait la même pièce avec de l'acier, et en même temps un matériau qui présente une résistance mécanique extrêmement élevée parce qu'il y a justement des fibres de textile à l'intérieur. Autre exemple, eh bien, dans le domaine du loisir, la voile, aussi bien les bateaux à voile que les parapentes, eh bien tout ça, tous ces éléments-là sont constitués de textiles que l'on appelle des textiles techniques à forte valeur ajoutée. Même à gauche, Meyer sans bœuf, le nom qui apparaît ici, c'est typiquement une petite société alsacienne qui est devenue un des leaders mondiaux de fabrication de corderie. Une corde peut paraître un produit assez basique, mais en réalité, cette corde doit avoir une certaine déformabilité, une certaine résistance mécanique. Et donc, dans ce secteur-là, on a besoin d'ingénieurs pour développer et optimiser ce type de produit. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le textile est partout? Eh bien, il est partout parce que c'est un matériau qui est léger, c'est un matériau qui est souple. Là, déjà, les deux premières propriétés, ce sont des propriétés que vous ne trouverez jamais avec un acier ou un aluminium. Et au final, vous avez une résistance mécanique qui est extrêmement élevée. Je passe les autres propriétés que vous pouvez lire dans la suite. Alors, quand je dis c'est un matériau léger et résistant et flexible, eh bien, un exemple typique que j'aime bien, c'est le principe de la protection du soldat au Moyen Âge. Au départ, on avait des vêtements qui étaient, enfin des vêtements, on pouvait pas appeler ça des vêtements, c'est plutôt une armure qui était faite à base d'éléments métalliques, donc très lourds, qui protégeaient, ils étaient résistants, mais ils n'étaient pas souples. Et au fur et à mesure, on est venu avec ce produit que vous voyez sur la photo du milieu, donc une cotte de maille, qui est toujours un élément métallique, mais vous voyez que cette cotte de maille est faite à partir d'éléments individuels. Et cet entrecroisement d'éléments individuels, c'est typiquement la caractéristique d'un produit textile. Donc un textile, on peut dire, ce qui est marqué à droite, que c'est un métamatériau. Métamatériau, ça veut dire que c'est un matériau qui est obtenu à partir d'un assemblage d'éléments individuels qui sont la fibre ou le fil, et qui vont permettre, en pilotant le matériau de départ, l'arrangement que l'on va faire entre les différents fils, vont permettre de piloter les propriétés du produit final. Donc on va pouvoir construire des structures 1D, 2D, 3D, et l'ingénieur textile est là pour développer et travailler sur ces structures.
Alors, je vous ai mis ici quelques exemples de ce qui se passe aux différentes échelles. Donc, à l'échelle une dimension, eh bien, on a la notion de fibre. Vous voyez ici des images microscopiques de différents produits que l'on peut rencontrer d'abord dans la nature, donc des fibres naturelles, le coton, la laine, la soie. Et puis plus bas, vous avez des fibres qui sont plus techniques. Donc là, c'est l'ingénieur technique qui va designer une nouvelle fibre dans le but de répondre à une problématique particulière. Avoir une fibre soit qui est une surface d'échange avec l'extérieur qui soit plus importante. Ce que vous avez dans cette fameuse fibre Coolmax. Donc vous voyez que la surface extérieure de la fibre est plus grande que juste un cylindre. Et à droite, vous avez une fibre dans laquelle on a créé des porosités pour, par exemple, faire circuler un fluide ou une information quelconque dans le but de transmettre de l'information dans un vêtement. Si je passe à l'échelle 2D, donc qu'est-ce que c'est qu'un textile? Eh bien, ce sera, on va parler de tissu, cliché de gauche, on va parler de tricot, cliché du centre, et à droite, vous avez ce qu'on appelle des non-tissés, qui sont des entrecroisements un petit peu plus anarchiques de fibres. Alors, l'ingénieur, il est là pour définir ces produits dans le but d'obtenir des propriétés particulières. Alors, je vous mets ici juste un exemple particulier qui est, quand vous regardez le petit cliché qui est en bas, je vous ai mis la déformabilité de deux types de construction textile. Si vous prenez un tricot, par exemple, vous pouvez le déformer jusqu'à 400%. Donc, c'est typiquement le pull de votre grand-mère que vous prenez, vous pouvez l'étirer sans trop de problème. Et au contraire, si vous prenez un tissu, c'est ce que vous voyez, ce que vous avez dans la partie supérieure là, eh bien un tissu, vous allez pouvoir le déformer, mais à une échelle beaucoup plus faible, à savoir 15%. Donc un jean, par exemple, ce sera un tissu, puisqu'on ne veut pas un truc très élastique, sauf si on rajoute une composante élastique. Mais là, c'est autre chose. Et un tricot, eh bien là, on voudra un élément qui épouse bien les formes du corps pour être particulièrement confortable, par exemple. Un autre exemple qui vous fait comprendre quel peut être l'intérêt de faire, je dirais, de l'optimisation au niveau ingénierie sur un matériau textile, c'est cet exemple-là. Si vous regardez le ballon de basket, vous pouvez l'envelopper avec un tissu. Alors ce tissu, si vous prenez un tissu qu'on appelle une toile, dont vous voyez le schéma de l'entrecroisement des fils qui se trouve dans la partie supérieure gauche, eh bien, je ne suis pas vraiment capable d'envelopper ce ballon parfaitement. Parce que le textile en haut à gauche n'est pas très déformable. Si je change un petit peu l'entrecroisement des fils et que je passe à ce qu'on appelle un sergé, je me retrouve avec la configuration centrale. Vous voyez que j'arrive à épouser un petit peu mieux la forme du ballon. Et enfin, dernière configuration, ce qu'on appelle le satin. Et bien là, j'arrive à épouser parfaitement la forme du ballon. Donc l'ingénieur, il est là pour travailler sur ces structures textiles et pour encore une fois adapter le produit le mieux aux besoins. Donc finalement, je peux jouer sur le matériau. Est-ce que je prends un polymère lambda? Est-ce que je prends du coton? Est-ce que je prends de la soie? Je peux jouer sur la structure, que je prends un tricot, un tissu, un non-tissé. Et ensuite, je peux rajouter la fonction traitement. Je peux faire des traitements chimiques sur mon textile. À partir de là, j'ai une diversité d'applications possibles pour mes textiles qui est extrêmement vaste. Un exemple de synthèse par rapport au discours que je viens de tenir, c'est le sac à dos. Donc ça, c'est un sac à dos, un produit que généralement tout le monde connaît. Eh bien, rien que dans un sac à dos, je ne vais pas tout lister les différents éléments ou composants de ce sac à dos, mais vous voyez à travers les annotations qui sont faites ici que selon la zone qui est considérée dans le sac à dos, je vais avoir affaire à un, un textile qui n'est pas, dont la structure n'est pas la même. Typiquement, dans la sacoche dans laquelle vous voulez mettre votre petite gourde d'eau, eh bien, vous allez avoir un petit filet qui a été tricoté, auquel je vais mettre ma petite gourde. Ensuite, au niveau du contact avec le dos, j'ai besoin d'un textile qui soit respirant pour aérer le dos pendant que vous marchez et que vous transpirez. Donc, vous allez utiliser un tricot qui présente une certaine porosité suffisante pour y faire circuler une quantité d'air. Et dans les zones où vous avez besoin de fixation, vous allez utiliser du tissu et du tissu qui est partiellement résistant. Je vais juste faire un petit zoom là sur le velcro, qui est un produit que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas la science, mal la science qu'il y a derrière. Voilà une image 3D d'un velcro. Donc, vous voyez que c'est que du textile. Sur une des faces du velcro, vous avez des petites boucles de textile qui ont été coupées pour pouvoir s'accrocher dans la partie, je dirais mâle ou femelle, selon comment on le perçoit, du velcro. Donc vous allez faire un assemblage qui sera intermittent. J'attache, je détache assez facilement. Bon ben ça se fait que en associant des fibres textiles d'une certaine taille avec une configuration donnée. Donc juste pour montrer que en ne jouant que sur la structure textile à laquelle je m'intéresse, je vais pouvoir réaliser un assemblage démontable que tout le monde connaît. Alors,
Pour développer tous ces produits, eh bien, on peut faire une formation en textile, on devient ingénieur textile, ça veut dire qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, dans une école textile, vous allez apprendre les matériaux fibreux, qu'est-ce qu'une fibre, qu'est-ce qu'un fil, un tissu, un tricot, un non-tissé. Vous allez entendre parler des procédés qui vont vous permettre d'obtenir ces différents éléments, à savoir la filature, le filage, le tissage, la maille, la confection, l'ennoblissement. Ce qu'on appelle l'ennoblissement, c'est le traitement de surface. On va conférer des propriétés particulières à un textile donné en injectant de la chimie sur ce matériau. Et ces matériaux, bien sûr, qu'on a fabriqués, il faut ensuite pouvoir les contrôler. Ça passe par des opérations dites de métrologie. Donc, on va faire des mesures d'épaisseur, des mesures de porosité, des mesures de résistance mécanique. Donc, voilà ce qu'on apprend en termes de fondamentaux sur les textiles. Pardon, je reviens un peu en arrière. Parallèlement à ça, vous avez bien entendu un ensemble de matières qui sont liées aux sciences pour l'ingénieur, parce qu'on n'est pas juste là pour former un ouvrier en textile, non, il faut arriver à avoir des raisonnements associés à ces assemblages fibreux, des raisonnements notamment liés à la mécanique, parce que tout ça, il faut que ça résiste, des raisonnements associés à la mécanique des fluides et à la thermique, parce qu'un textile doit pouvoir permettre de faire du transfert de chaleur, ou doit permettre, s'il est utilisé comme filtre, de filtrer de l'eau, un liquide. Donc il faut, en tant qu'ingénieur, que j'ai des notions sur ces sujets-là. Il faut que j'apprenne des choses sur la chimie, chimie des polymères qui sont utilisés pour fabriquer mes fibres. Quelle chimie je vais utiliser pour fabriquer quelle fibre et pour avoir quelle propriété au final. Et bien sûr, des aspects mathématiques, stats, info, comme vous pouvez les avoir dans n'importe quelle formation d'ingénieur. À tout ça, comme un ingénieur aujourd'hui n'est plus juste un technologue, un ingénieur c'est aussi un communicant, il faut qu'il sache interagir avec l'environnement dans lequel il travaille. Donc vous passez à travers ce qu'on appelle des enseignements de culture d'entreprise, ce qu'on appelle génériquement CFES. Donc formation personnelle, culture d'entreprise, langue, etc. Vous faites une école textile, vous venez chez nous par exemple, voilà le genre d'équipement sur lesquels on va travailler, sur des métiers à tisser, alors un métier à tisser à échelle industrielle ou sur des métiers à tisser à échelle plus laboratoire pour faire des petits prototypes, des métiers à main. On va être amené à travailler dans des ateliers qui ressemblent un petit peu à ça. Là, typiquement, vous avez un exemple de l'atelier de maille. Donc, à gauche, à droite, vous avez l'enseignement classique de la maille, c'est-à-dire comment créer un assemblage tricoté en identifiant les fonctions, comment entrecroiser mes fils pour que mon tricot remplisse la fonction pour laquelle il a été développé. Et à gauche, le tricotage qu'on appelle généralement le tricotage 4.0. Donc tout ça, ça peut s'automatiser avec des machines beaucoup plus élaborées. Sur la partie du fond, on le voit moins, mais c'est toute la partie filature, fabrication de fils. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée de ce à quoi peut ressembler un atelier dans une école textile. Alors, un étudiant qui s'inscrit à l'ENSISA filière textile, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va étudier 3 ans. Les matières dont j'ai parlé tout à l'heure, il va les apprendre à travers un certain nombre de semestres théoriques. Donc sur la première année, semestre 5 et 6, sur la deuxième année, semestre 7 et 8, et sur la dernière année, semestre 9, sachant que le dernier semestre est consacré essentiellement au stage de fin d'études. Alors justement, sur cet aspect stage, vous en faites à différents niveaux. En première année, vous faites un stage de découverte d'1 mois. Donc, je vais en entreprise, je travaille comme ouvrier, je découvre un petit peu l'environnement du textile. En deuxième année, je vais faire un stage un petit peu plus long, 10-12 semaines, donc 3 mois à peu près. Ce stage, je le fais soit dans une entreprise en tant que technicien textile, ou alors assistant ingénieur, ou alors une troisième option que vous avez la possibilité de faire à l'ENSISA, c'est de partir à l'étranger dans un laboratoire de recherche textile. Donc on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille, et cette année, par exemple, on a 4 étudiants qui vont partir dans ce laboratoire, ou dans ces laboratoires. Au total, si vous faites le décompte, le stage de 6 mois de fin d'études, plus le stage de 3 mois, plus le stage de 1 mois, sur la formation, vous avez la possibilité de faire quasiment 1 an de période en entreprise. En plus de cette période en entreprise, qui n'est pas de l'apprentissage, hein, ça c'est un choix qu'on a fait au niveau de l'école, d'autres écoles ont fait d'autres choix. Nous, on a décidé de ne pas pratiquer l'apprentissage sur les 3 ans, mais par contre, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation en dernière année. Donc, dernière année, plusieurs scénarios possibles. Je focalise un petit peu sur cette dernière année. Soit vous faites un semestre 100% théorique, vous êtes présent à l'école, ou alors vous faites un contrat de professionnalisation, auquel cas vous avez un partenaire industriel, on en a une liste avec lesquels on travaille régulièrement. Avec ce partenaire industriel, vous avez un contrat, ça veut dire que vous allez passer
15 jours en entreprise, 15 jours en école, pendant tout ce premier semestre. Et à l'issue de ce contrat de professionnalisation au mois de janvier, eh bien, vous allez poursuivre votre stage de fin d'études dans l'entreprise avec laquelle vous aurez signé votre contrat. Donc ce n'est pas un parcours obligatoire, c'est l'étudiant qui choisit. À l'entrée en troisième année, soit il fait semestre théorique plus stage, ou il fait contrat de professionnalisation suivi du stage, ou alors, troisième scénario, vous partez à l'international pendant 6 mois, c'est là que ça se fait au niveau de l'ENSISA, pour ensuite, après votre retour d'une université partenaire sur laquelle je ferai quelques mots tout à l'heure, vous revenez faire votre stage de fin d'études. Alors, une autre spécificité dans tout ce programme, c'est qu'à la fin, vous avez bien entendu votre diplôme d'ingénieur CISA Textile. En plus, à Mulhouse, vous avez la possibilité de faire en parallèle un master en mécanique et matériaux fibreux qu'on appelle MMF. Alors, en quoi ça consiste? Ça vous permet en dernière année, en suivant quelques cours qui sont optionnels, ça représente à peu près une soixantaine d'heures, en suivant ces cours optionnels, ça vous permet de valider en plus de votre diplôme d'ingénieur, eh bien d'avoir un double diplôme, d'avoir ce master en mécanique et matériaux fibreux. Donc sur un CV, vous avez un deuxième diplôme qui montre que vous avez approfondi un certain nombre de domaines liés au textile, et donc pour un employeur futur, eh bien ça vous permet de présenter une ouverture d'esprit un petit peu. C'est aussi un master qui vous donne un accès peut-être plus facile vers le domaine de la recherche, pardon, pour ceux que ça pourrait intéresser par la suite. Un autre détail sur ce transparent-là, c'est qu'en dernière année, vous choisissez une option qui peut être soit textile technique et fonctionnel, ou alors, si vous préférez être dans la fabrication de l'objet textile au sens large, donc pas que vêtements, hein, un objet textile qui peut être en 3 dimensions, une prothèse vasculaire par exemple, eh bien, vous intégrez l'option confection. Donc c'est un choix que vous faites en dernière année. Alors, par rapport à ces stages et ces contrats de professionnalisation, là, je vous mets, le but, c'est pas de les lire, là, c'est juste pour vous montrer qu'on a un ensemble de partenaires avec lesquels on travaille. Je vais juste aller un petit peu plus loin ou plus en détail. Voilà quelques exemples de contrats de professionnalisation qui étaient en cours cette année. Donc, vous voyez les étudiants qui sont concernés. Ces étudiants ont été embauchés chez Lacoste, chez Elis, chez Sitec, chez Borderie Meyer Sambeuf, dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée des missions qui leur ont été confiées et qui sont aussi un peu, ça vous donne une idée des missions auxquelles vous pouvez être amené à être confronté une fois que vous êtes ingénieur. Donc, soit vous R&D sur des tissus et des fournitures en termes de sourcing, soit vous êtes dans un domaine de service qualité et puis vous avez à résoudre un problème de défaut, par exemple, sur un produit particulier. Donc, défaut de fabrication, défaut de broderie, comment résoudre cette problématique? Vous pouvez être aussi au niveau du magasin et être impliqué dans la notion de gestion de stock, par exemple. Ouda Morin qui a travaillé sur le contrôle qualité sur des produits qui étaient vendus clair, la partie mode claire. Ilon Hayek qui lui a travaillé en R&D sur l'optimisation de cordes faites à partir de fibres de carbone pour des applications bateaux gros cargo un petit peu particuliers où on avait besoin de résistance mécanique particulière. Bon ben, Elon a été impliqué dans ces travaux-là. Andréane, elle, a travaillé comme chef de produit dans une petite entreprise qui s'appelle Ballot, qui développait des produits, des petits sacs à base de fibres biosourcées. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la France, par exemple, produit 75% du lin qui est utilisé au niveau mondial. Et de plus en plus de fabricants de produits textiles sont intéressés par cette matière première pour fabriquer des produits qui soient plus green, entre guillemets. Et donc, Andréane a été impliquée dans le développement d'un produit de ce type. Ensuite, on a Aurore qui a travaillé chez Chap Technique, qui fabrique des fils à grande résistance mécanique pour des matériaux composites. Elle a été amenée à développer une production de filaments dans un matériau qui s'appelle le PIC, qui est un produit particulier. Et donc là, elle va entamer son stage de fin d'études à venir. On a un certain nombre d'autres entreprises qui sont intéressées pour prendre des étudiants en contrat de professionnalisation à partir de la rentrée prochaine. On a notamment Chanel, on a Sigvaris qui fabrique des produits médicaux, notamment des bas de contention à forte valeur ajoutée. La société Emmanuel Lang, qui essaie de faire un maximum de produits à partir justement de fibres de lin. Donc là, on est plus dans un aspect mode, etc. Pour la partie stage 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, recherche à l'international, on a cette année un certain nombre d'étudiants qui vont démarrer
à NC State University à Raleigh en Caroline du Nord. On a une étudiante qui va démarrer à l'Université Laval de Québec. Une étudiante qui va démarrer en Grèce, une autre en Espagne, etc., etc. Donc c'est un ensemble de dispositifs ou un ensemble de possibilités que les étudiants qui intègrent l'ENSISA ont à partir de la deuxième année. Deux mots sur l'international. L'ENSISA fait partie du réseau OTEX, donc c'est un réseau européen d'universités orientées vers le textile, qui se compose de 31 membres, 23 pays, et avec ces partenaires, eh bien, les étudiants ont la possibilité d'aller faire leur séjour Erasmus là-bas. Et de plus en plus, vous voyez l'évolution au fil des ans, on a à peu près la moitié d'une promotion qui va passer son S9 à l'étranger. J'insiste pas, s'il y a des questions là-dessus, vous me les poserez. Un petit détail sur le programme 8 Team, qui est un programme d'Erasmus, de Master Erasmus Mundus, qui a été créé il y a un an et dont la UHA, vous le voyez là sur le tableau, fait partie des partenaires à temps plein. Donc, c'est le seul partenaire français du programme. Il y a 6 partenaires. C'est un dispositif qui permet aux étudiants de troisième année eh bien, de suivre un parcours un peu particulier en changeant de pays tous les 6 mois et d'obtenir au final 6 diplômes de master en plus du diplôme ingénieur de l'ENSISA. Donc, ça commence à faire beaucoup, mais c'est intéressant sur un CV. Comment ça fonctionne globalement? Eh bien, votre dernière année d'ENSISA, au lieu de la faire de manière classique avec un S9 et la période de stage, l'étudiant s'inscrit à la fin du S8 dans ce programme 8 et il va suivre 4 semestres. Donc, c'est une formation qui dure un an de plus que le diplôme d'ingénieur, mais comme vous obtenez 6 diplômes en plus à la fin, c'est quand même relativement rentable. Et vous allez passer donc un premier semestre en Belgique, un deuxième semestre soit en Suède, soit en Grèce, soit en Espagne. Le troisième semestre se fait soit en Suède, soit au Japon. Et le dernier semestre, eh bien, va se passer dans une entreprise où vous ferez votre stage. Voilà, ben, je crois que j'ai balayé un petit peu l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Florian, si on peut passer à la séance de questions, eh bien, on est ouvert avec Élise et Marie-Claude pour répondre à ces questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour ton intervention et cette présentation. Donc j'ai déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat pendant ton discours. Donc on a Lucie pardon, qui se demande combien est-ce que l'on a d'étudiants par promotion en spécialité textile et fibres. Alors, l'ENSISA est une école à dimension familiale. Ça veut dire qu'on s'est fixé un objectif. Ça ne dépasse pas 36 étudiants par promotion. Alors, juste une remarque, pourquoi pas plus? Eh bien, tout simplement parce que je vous disais que le secteur textile est un secteur qui est en croissance, mais ça reste quand même un secteur de niche. Et donc, on a décidé en local de former pas plus que, on va dire, entre 36 et 40 ingénieurs pour être sûr que ces 40 ingénieurs trouvent un emploi intéressant à la sortie de leurs études. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Clara qui s'intéresse beaucoup au textile éco-responsable et qui se demande si ça figure en fait dans le parcours de l'ingénieur textile et fibres. Enfin, surtout à Alors, l'école. alors, au niveau de la filière textile et fibres, il y a un certain nombre de cours qui ont été rajoutés, qui ont trait à ça, notamment en dernière année. Les étudiants font un cours sur les matériaux biosourcés. Donc, l'idée, c'est de voir comment travailler à partir de fibres issues eh bien de milieux agricoles, hein, fibres de lin, chanvre, fibres d'ortie, voir le potentiel de ces fibres, voir ce que l'on peut en faire. Et il y a en parallèle de ça des cours sur l'éco-responsabilité, c'est-à-dire on analyse la chaîne de fabrication d'un produit textile à partir d'une fibre et on essaie de voir comment à chaque étape on peut euh, entrer dans une logique éco-responsable, c'est-à-dire comment on peut dimensionner le produit, comment on peut le concevoir, comment on peut le fabriquer en respectant un maximum ou le plus possible, je dirais, des critères éthiques et écologiques. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Gabriel qui se demande combien y a-t-il de places pour les étudiants venant de licence et est-ce que c'est envisageable d'être admis quand on est dans les 10-15% premiers de la promo en physique mécanique. Alors, c'est très variable. Disons, chaque année, je dirais que le parcours licence physique mécanique n'est pas forcément le parcours le plus standard pour entrer dans une filière d'ingénieur textile. Ceci dit, là, on analyse au cas par cas. Il y a une étude des dossiers qui est faite au printemps.
Et en fonction du niveau de l'étudiant dans un certain nombre de matières, notamment peut-être physique, effectivement, maths, rentrer dans une école d'ingénieur nécessite quand même d'avoir une capacité de raisonnement, je dirais, sur des problématiques scientifiques. Alors, ça n'a pas besoin d'être des problématiques textiles, puisque les gens, généralement, n'en ont pas fait avant. Mais je dirais quelqu'un qui est bien structuré dans son esprit, qui a des notes correctes, c'est quelqu'un qui peut effectivement être recruté en filière textile. Il est vrai que on préfère généralement qu'il y ait quand même quelques notions de chimie en amont, sachant que la chimie est l'élément de base, je dirais, pour comprendre la notion de polymère, polymère qui lui-même est l'élément de base de la fibre, qui ensuite va constituer le matériau textile. Et c'est à envisager, il ne faut pas hésiter à envoyer un dossier. On étudiera un dossier de ce type-là. Après, dire 10-15%, si vous voulez, c'est très. Je ne peux pas vous donner une info de ce type-là, ça n'aura pas beaucoup de sens. C'est très individuel. C'est un recrutement qui se fera de manière très individuelle. Merci beaucoup Frédéric pour cette réponse. Nous avons Alexia maintenant qui demande quelle est la place accordée à la chimie la spécialité textile et fibres. Alors, il y a de la chimie tout au long de la formation. Donc, les étudiants font de la chimie en première année, en deuxième année, en troisième année, ils en font encore un petit peu à travers c'est plus de la rhéologie. Mais disons, là, donc, il y a de la chimie orga, il y a de la chimie des polymères au sens large. Maintenant, ce n'est pas 50% des enseignements, hein, ça représente une partie des enseignements qu'on appelle sciences pour l'ingénieur appliquées aux produits textiles. En termes d'heures, je pourrais plus vous dire là tout de suite. Élise s'en souvient peut-être, mais Élise, tu as une. J'ai en tête pour tout ce qui est pour la chimie générale en première année. Il me semble qu'il y a une soixantaine d'heures de chimie générale. Après, je saurais pas, je me rappelle pas exactement du. Deuxième année, c'est une chimie, tu as raison, chimie générale en première année. En deuxième année, on est dans une chimie un petit peu plus appliquée, donc c'est la partie ennoblissement. Donc ennoblissement, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est l'action qui consiste à donner de la valeur ajoutée à un produit textile par justement de la chimie. Donc ce ne sera pas une chimie pure et dure, mais ce sera déjà une chimie appliquée à l'ennoblissement. Mais ça doit être aussi une soixantaine d'heures. Hmm. On va dire au total, vous aurez peut-être 120, 150 heures sur toute la formation. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc ensuite, nous avons une question sur la poursuite d'études. Donc ça tombe bien puisque nous avons Élise qui est avec nous ce soir et qui pourra sûrement en parler. La question est, est-ce qu'une poursuite d'études est possible après la spécialité textile et fibres? Du coup, dans mon cas, je me permets de répondre. Dans mon cas, j'ai continué avec une thèse. Donc dans le laboratoire de physique et mécanique textile, donc le laboratoire dont la plupart des enseignants donc de l'ENSISA font partie. Mais après, il y a un certain nombre de personnes aussi qui font des poursuites d'études, cette fois plus avec une année en management. Après, je pense ça, Fred, tu sauras un peu plus à ce niveau-là. Oui, disons là, il y a le parcours, donc comme disait Élise, c'est la partie purement science, si vous voulez approfondir les sujets, là, il y a une multitude de sujets à disposition. Et effectivement, la partie management qu'évoquait Élise, c'est un standard école d'ingénieur au sens large, hein, pas que école textile, c'est que généralement vous avez une compétence technique quand vous êtes dans une école d'ingénieur et vous voulez acquérir une deuxième casquette, avoir ce qu'on appelle la double compétence, à la fois technique et managériale, pour occuper ensuite à terme des jobs qui très rapidement quittent éventuellement le domaine technique et vont vers un aspect un petit peu plus managérial, gestion d'équipe, gestion de services et de choses comme ça. Donc on a un partenariat en particulier avec l'école de management de Strasbourg qui permet aux étudiants en dernière année de commencer à suivre des cours en parallèle au niveau de matières type compta, économie, etc. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps par rapport à l'obtention du master de management. Merci beaucoup à vous deux pour la réponse. Ensuite, nous avons une question d'Alexia qui se demande après le CPB, est-ce qu'on peut choisir librement la spécialité textile ou est-ce qu'il y a un classement qui du coup nous oriente dans une des spécialités de l'école? Alors, pas du tout. Le CPB, l'intérêt du CPB, c'est justement de permettre aux étudiants de choisir la spécialité qu'ils souhaitent.
Donc, de droit, à partir du moment où textile et fibres vous intéressent, si vous validez votre deuxième année de CPB, moi, je vous prends automatiquement en filière textile si ça vous intéresse. Il se trouve que le partenariat entre le CPB et l'ENSISA a été fait de cette manière-là, justement, pour que le mécanisme puisse se dérouler de cette manière-là. Et ça, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un niveau requis ou un profil type pour pouvoir intégrer la spécialité textile et fibres de l'ENSISA? Alors non, il n'y a pas de profil type puisqu'on a des étudiants de profil prépa classique. Je dirais, il est vrai que souvent, quelqu'un qui a fait une prépa PC, comme il y a déjà eu des fondamentaux chimie qui ont été acquis durant les premières années, c'est peut-être plus facile, plus naturel d'aller vers la notion de matériaux polymères et donc vers la filière textile et fibres. Maintenant, on a des gens qui ont fait, on a eu du PT, on a eu du PSI, on a eu du MP. Ça, c'est pour la partie prépa. Pour les étudiants qui seraient intéressés et qui auraient fait une licence, ben, je l'ai déjà évoqué en partie tout à l'heure. Tout type de licence est étudié. Ça ne veut pas dire qu'on vous prendra automatiquement, mais le dossier est étudié. Et pour les étudiants qui auraient fait un DUT, il est vrai que des DUT SGM, sciences et génie des matériaux, on a eu des DUT chimie qui ont été pris. Éventuellement, mesures physiques, c'était un petit peu plus délicat. On a eu des petits soucis cette année avec un étudiant. Mais je dirais que ce sont des DUT qui sont suffisamment généralistes tout en donnant aux étudiants des notions sur les matériaux qui font qu'un étudiant peut suivre la filière textile en ayant ces diplômes-là. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons une question de Clara qui se demande s'il y a beaucoup de maths et d'informatique en plus du textile et si oui, quelle est la place du textile du coup dans la formation? Alors, le textile est quand même, je dirais, représente le tiers de la formation, Elise corrigera. Le textile sous toutes ses formes, hein, les processus de fabrication, enfin les procédés, les matériaux, la science des matériaux. Mais il y a quand même une particularité à l'ENSISA, c'est que on est au départ, on est dans un environnement, je dirais, industriel qui est aussi mécanique. On a une histoire mécanique à Mulhouse qui fait que la filière textile aborde aussi le produit textile par l'aspect mécanique. Donc, un produit textile, c'est un entrecroisement de fibres, mais quand vous mettez des fibres ensemble, eh bien, il y a des forces qui agissent. Et maîtriser le comportement d'un produit textile dans sa globalité nécessite de maîtriser la science de la mécanique. Et en dehors de ça, il faut maîtriser, il faut savoir comment fonctionne une machine textile. Donc, il y a aussi de la technologie de conception un petit peu. Il faut maîtriser un peu les automatismes qui vont ou qui accompagnent les processus de fabrication d'un produit textile. Donc, on ne focalise pas que sur le textile. On a quand même une dimension encore. On s'intéresse aux matières qui gravitent aussi autour du produit textile. Et le premier semestre de la filière textile est très orienté sciences pour l'ingénieur. Donc, on fait encore de la mécanique des fluides, de la résistance des matériaux, de la conception, etc. Et à partir du deuxième semestre, c'est là qu'on approfondit un peu plus les notions de textile. Donc on fait plus, je dirais, du textile. On aborde le produit textile plus de manière scientifique, si je compare un peu à d'autres écoles qui existent en France, Roubaix par exemple. Roubaix va plus rapidement dans le produit textile. Il y a moins l'aspect science qui est derrière le produit textile. Donc on est plus très vite dans de l'appliqué. Nous, on est sur un aspect scientifique. On a toujours voulu garder cet aspect scientifique. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons une question au sujet de la différence entre les écoles textiles. Quel est l'avantage de l'ENSISA par rapport aux autres écoles textiles? Alors bon, déjà, les autres écoles textiles, il y en a pas 50. Écoles textiles en tant que telles, il y en a deux, il y a Roubaix et Mulhouse. Il y a l'ITEC à Lyon qui fait du textile, mais c'est un textile avec une approche un petit peu plus chimique. Donc je ne rentre pas je ne suis pas en train de dire que qu'une école est meilleure que l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord, je vous explique juste les différences. Donc école textile pure, c'est Roubaix et Mulhouse. À l'ITEC à Lyon, il y a une approche un petit peu plus chimie avec une spécialisation produits textiles fin du, vers la fin du cursus. Il y a ensuite un petit peu de textile, une coloration textile à HEI à Lille, mais c'est moins textile, on va dire. C'est plus aussi matériaux et puis chimie.
Après, si je nous compare Mulhouse à Roubaix, donc historiquement, les histoires sont à peu près les mêmes, mais comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, Roubaix, on est d'abord sur des contenus qui sont plus appliqués plus tôt. Roubaix est aussi plus dans des aspects logistiques, commerciaux, assistés donc je dirais le merchandising du produit textile. Donc c'est un choix qui a été sur place. Ils vont plus rapidement dans le produit textile en soi et ils ont des promotions qui sont beaucoup plus grosses. Donc ils font un textile, enfin un enseignement peut-être de manière plus sur un public plus large. Nous, on est sur des enseignements, d'abord un public réduit, donc on est entre 35 et 40 étudiants. Pour travailler en TP, y avoir un accompagnement individualisé qui se fasse de manière un petit peu meilleure et un petit peu plus, de manière plus intime. Et en termes de contenu, on a effectivement une approche mécanique du produit textile que Roubaix n'a pas parce que Roubaix est moins bien, mais parce que l'historique de l'école fait que toujours été sur le textile avec la dimension mécanique qui va avec. Et un dernier point, c'est que Mulhouse a ce master MMF, mécanique matériaux fibreux, que Roubaix n'a pas. Donc c'est un diplôme en parallèle que l'on peut faire et ça donne une corde de plus à son arc. Sur le mode de fonctionnement aussi, dernier point, je m'arrêterai là, Florian, c'est la Roubaix a choisi l'apprentissage. Donc les étudiants qui veulent avoir un lien avec une entreprise démarrent dès la première année un contrat avec une entreprise sur 3 ans. C'est bien, pas bien. Globalement, vous êtes lié à une entreprise sur 3 ans. Nous, on n'a pas choisi enfin, je n'ai pas choisi cette voie-là. J'ai choisi la notion de contrat de professionnalisation parce que ça permet à l'étudiant peut-être d'être plus libre sur les 2 premières années et de faire un petit peu ce qu'il veut. Et entre rentrer dans une école d'ingénieur, généralement on a 20 ans, entre 20 ans et 22 ans, on change d'état d'esprit. Donc on peut avoir envie à 20 ans de faire un lien, un contrat avec une entreprise, et au bout de 2 ans, vous n'avez plus envie, bon, vous êtes engagé, c'est peut-être un petit peu délicat. Nous, on a choisi le fait d'attendre qu'un étudiant soit un petit peu plus mûr en termes de formation pour décider en dernière année s'il veut ou non continuer sa formation en accompagnement avec une entreprise. Merci beaucoup Frédéric pour cette réponse très détaillée. Donc maintenant nous avons Gabriel qui demande est-ce que la formation est adaptée lorsque l'on souhaite travailler sur des textiles techniques, notamment dans l'industrie du sport, et est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ce milieu? Alors, enfin là, Elise pourra confirmer, mais c'est vrai, puisqu'elle a cherché quand même un certain nombre. Enfin, elle connaît un peu les annonces sur les dernières années, mais c'est vrai que d'abord, le textile technique est un gros recruteur d'ingénieurs textiles. Ces textiles techniques, on en parlait moins il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour ceux parmi vous qui font du sport savent qu'un t-shirt en 2022, vous faites du ski par exemple, et bien ce t-shirt qui doit vous isoler du froid tout en étant confortable et vous permettant de respirer, c'est un produit qui n'a rien à voir avec les t-shirts des années 70 qui étaient un bout de coton qu'on se mettait sur le buste. Donc ça nécessite une bonne connaissance du matériau textile et ça nécessite de l'ingénierie textile dans la conception de ce produit. Alors, donc ça, c'est pour dire que le textile technique se développe énormément et il y a effectivement une majorité des emplois dans ce domaine-là, même si le textile au sens habillement reste un gros recruteur d'ingénieurs textiles. Donc, si vous allez chez Lacoste, si vous allez chez Chanel, tout ça, ce sont des gens qui ont besoin d'ingénieurs textiles également. Et pour répondre à la question, elle a été posée un peu autrement au début. Oui, les fondamentaux, le profil d'ingénieur textile qui sort de l'ENSIS à Mulhouse a les fondamentaux qui lui permettent d'aller travailler dans le domaine du textile technique sans problème. Et on en a eu beaucoup. On en a eu un notamment qui nous a fait une conférence il n'y a pas très longtemps, un ancien de l'école, qui est business manager en Allemagne chez Adidas. Enfin, c'est un exemple, mais on est dans le domaine du sport. Il a commencé tranquillement comme ingénieur développement de produits. Et là maintenant, c'est lui qui gère l'unité à Munich. Et si je peux compléter, on a un certain nombre d'étudiants qui chaque année du coup trouvent des stages à Decathlon ou chez Rossignol pour faire des composites ou donc on reste là aussi dans le domaine du sport et enfin tous les ans il y a des étudiants qui partent sur
dans des entreprises comme ça, donc dans le textile technique et dans l'industrie du sport. Voilà. Merci Juste beaucoup. complément, juste, il y a 3 bassins, hein, textile technique. Il y a le nord, donc autour de Roubaix, là où il y a l'ENSAID. Il y a la région Alsace, où se trouve l'ENSISA Textile. Et puis il y a la région lyonnaise, qui est le troisième bassin, où se trouve l'ITEC. Et donc toutes ces écoles rayonnent, finalement, alimentent ces entreprises qui recherchent des gens dans le domaine du textile technique. Merci beaucoup à vous deux pour cette réponse. J'ai une dernière question à vous poser. Ce sera donc la dernière de cette visio. J'ai entendu parler des textiles connectés. Est-ce que vous savez en fabriquer? Ben, je vais laisser Élise répondre, parce que c'est la Ouais. spécialiste. Alors donc pour tout ce qui est textile connecté, vous avez un cours donc en troisième année donc qui parle des textiles fonctionnels et intelligents. Et donc ces textiles connectés font partie de ces textiles des textiles fonctionnels. Donc on a l'occasion de les étudier. Et puis pour ce qui est de la fabrication à proprement parler d'un textile connecté. On en fait un petit peu aussi à l'école. Ok. Alors, c'est ce que je vais mettre. Je vais essayer de mettre ça en place l'année prochaine pour les textiles intelligents et donc en effet essayer d'appliquer, d'avoir un peu plus d'applications et que les étudiants puissent en effet créer des textiles dits connectés. Voilà. Donc Ah, ça va se faire très prochainement, normalement. je mets juste je tempère ce que dit Élise, dans le sens où textile connecté, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup, hein. C'est très à la mode, c'est très sexy, si je peux me permettre. Maintenant, si vous voulez, à partir du moment où vous savez tisser, à partir du moment où vous savez tricoter, faire un textile connecté, ce n'est que intégrer, si vous voulez, la partie connectée dans votre textile. Donc, si vous fabriquez un tissu, vous pouvez très bien fabriquer ce tissu en changeant deux, trois fils sur le tissu en tissage. Au lieu d'avoir votre chaîne avec 100 fils en polymère, eh bien, vous allez en avoir 50 en polymère, puis vous en allez avoir 50 qui seront éventuellement des fils conducteurs ou qui seront des fibres optiques. Donc, on a eu des projets. Alors, c'est pas tellement dans les cours pour l'instant que ces textiles connectés ont été fabriqués. Donc, Elise va mettre ça en place à partir de la rentrée prochaine, puisqu'elle est actuellement enseignant-chercheur chez nous. Mais par contre, ça a été fait déjà depuis sur les 10 dernières années. Il y a eu la notion de fabrication textile connectée dans le cadre de projets. Donc, ce n'était pas directement dans les cours parce que le nombre d'heures ne suffit pas forcément. Et puis, ce n'est pas forcément pertinent sur 2 heures juste de mettre un bout de fil avec une lumière qui passe à travers. Bon, voilà. Donc, l'idée du projet, c'est de dire, voilà, je vais fabriquer, par exemple, je vous donne un exemple de projet qui a été fait, je vais fabriquer une chaussette et je veux savoir, quand je pose mon pied par terre, j'ai envie de savoir quelles sont les zones de mon pied qui ont été sollicitées quand je l'ai posé par terre. Donc, vous allez mettre dans votre chaussette un certain nombre de fibres optiques. Une fibre optique c'est un petit tube à travers lequel passe une lumière. Donc, imaginez un fil dans votre chaussette, au lieu que ce soit juste un fil de coton, c'est une fibre optique très souple. Quand vous allez poser le pied sur cette fibre optique, on passe une lumière au départ tant que vous ne l'écrasez pas. À partir du moment où vous posez le pied sur le sol, eh bien, il y a rupture de passage de lumière. Donc, si j'ai un capteur à l'autre bout de ma fibre optique, eh bien, il va être capable de me dire, attention, là, quand tu as posé ton pied, la lumière a arrêté de passer, donc ça veut dire que c'est telle et telle zone de ton pied qui a été sollicitée. Donc imaginez maintenant une chaussette, là j'ai donné l'exemple avec une fibre optique, mais votre chaussette peut être quadrillée avec un maillage de fibre optique et ça vous permet de récupérer une cartographie des points de contact de votre pied quand vous allez poser votre pied sur le sol. Donc ça, c'est typiquement des projets qui ont été faits en troisième année. Donc on n'est pas dans le cours par rapport à votre question de tout à l'heure, mais on est sur un projet, ça veut dire où les étudiants ont plus de temps pour travailler sur le sujet. Ça se fait en troisième année, ils ont 120 heures. Et là, on leur donne une problématique en amont et ils vont pouvoir réaliser leur prototype. Mais faire du textile connecté, si vous voulez, c'est juste pour mettre une ampoule à un bout, une pile à l'autre, et puis voir que la lumière s'allume. C'est des choses qui sont faites par endroits, mais c'est pas forcément pertinent. Donc, voilà, il faut aller plus loin dans le raisonnement, et ça prend plus de temps. Merci beaucoup à vous deux pour cette réponse. Donc j'ai une dernière question à vous poser avant de clôturer cette visio. Est-ce que les élèves ingénieurs de l'ENSISA ont un rôle à jouer dans la haute couture?
Alors, on a régulièrement des étudiants qui sortent et qui vont dans la haute couture. On n'en a pas 5 par an, mais typiquement l'année dernière, on a Xavier Gopfer qui a fait son stage chez Chanel parce que c'était ce qu'il voulait faire. Donc déjà, la haute couture, ce sont souvent des gens qui auront choisi la coloration, ce que j'ai dit tout à l'heure, confection en dernière année, parce qu'ils sont plutôt dans la fabrication de l'objet textile que dans la partie modélisation, textile, technique, etc. Ces étudiants-là, souvent, sont attirés par ce secteur-là, et ce sont des étudiants qui ensuite peuvent postuler chez Chanel, peuvent aller dans différents domaines de la haute couture. Par contre, si vous voulez, ce ne sera pas forcément en tant que créateur de produits, il ne faut pas non plus se méprendre sur le, le diplômé qui sort d'une école d'ingénieur textile, ce ne sera pas forcément lui qui va designer le produit de haute couture. Donc, ce n'est pas lui qui va faire les défilés de mode. Par contre, il sera impliqué dans la notion de défilé de mode, par exemple. Je vous dis ça parce que c'était une discussion récente avec une responsable mode de chez Chanel qui a fait une conférence à l'ENSISA courant du mois de janvier. Donc, elle a dit l'ingénieur textile, il est impliqué dans l'organisation de ce défilé de mode parce qu'à un moment donné, il y a effectivement des problématiques techniques liées à la fabrication du produit textile à destination, à finalité mode. Donc, l'ingénieur textile ne va pas dessiner le produit, mais une fois que le produit est dessiné, à un moment donné, il peut y avoir des problématiques d'assemblage, il peut y avoir des problématiques de pliage, il peut y avoir des problématiques de résistance d'une fixation, d'une suture, d'un assemblage de deux pièces. Et là, l'ingénieur peut intervenir. Et donc, typiquement, Xavier a fait son stage chez Chanel l'année dernière, et puis là, il a été embauché, je ne sais plus si c'est chez Chanel ou un concurrent. Mais il travaille dans ce domaine-là parce que c'était son truc, et puis voilà, il est heureux là-dedans. Merci beaucoup Frédéric pour cette dernière réponse. Donc je vous propose de clôturer ainsi cette visioconférence. Merci beaucoup Frédéric, merci Élise et merci Marie-Claude pour votre présence à cette visioconférence. Je rappelle aux participants que vous pourrez retrouver cette visio sur YouTube puisqu'elle a été enregistrée et que vous pourrez retrouver les informations et les questions-réponses sur notre chaîne YouTube. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez ne rien louper en fait de l'actualité de l'école. Et je vous rappelle que le samedi 26 février 2022, nous ouvrons nos portes de 9h à 16h et qu'on vous accueillera avec joie et entrain lors de cette journée porte ouverte en présentiel. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à tout le monde, bonne soirée. Merci, bonne soirée.